c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Pour ce 4e épisode, j'ai le plaisir de recevoir un couple de jeunes auteurs, Karen Nguyen et David Cormona. Ils sont également les fondateurs de la maison d'édition Unfriendly Games. Après Virus War, ils lancent en ce début de printemps une campagne de financement participatif pour leur nouveau jeu Nekojima. Vous avez peut-être déjà été séduit par leur prototype lors de différents festivals. À Cannes, je les ai retrouvés sur le stand du distributeur BlackRock Games. Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'être avec, alors je revérifie le nom, David Cormona pour pas dire n'importe quoi, et Karen Nguyen pour la présentation de leur jeu, notamment Nekojima, voilà les deux auteurs. Je suis très ravie de vous avoir à mon micro. Et ben nous aussi, merci beaucoup de nous recevoir. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup de nous recevoir, Steph. Ça nous fait très plaisir d'être aujourd'hui ici avec toi. Merci David. Alors voilà, je voudrais que vous m'expliquiez l'histoire de Nekojima, une belle histoire, mais déjà le début de l'idée. Et alors peut-être avant qu'on parte sur le début de l'idée, tout simplement un petit pitch. Alors je sais que vous faites ça très très bien parce que maintenant vous maîtrisez, mais voilà, est-ce que tu peux me refaire un petit pitch, Karen? Sur Nekojima? Ouais. Alors Nekojima, on est sur un jeu d'adresse et d'équilibre en bois. Nekojima qui veut dire l'île des chats en japonais. On va avoir le plateau Nekojima qui est divisé en 4 quartiers, bleu, violet, orange et vert. Et l'idée, c'est de pouvoir électrifier l'île avec des poteaux électriques et de les maintenir en équilibre. Donc dans le jeu, ils sont représentés par des poteaux en bois reliés par une corde. Il va falloir effectivement lancer les dés et puis piocher un cube du sac pour connaître la couleur de son câble. La couleur permet de savoir la longueur du câble, car le câble bleu va être le câble le plus long, le câble blanc le câble intermédiaire, tandis que le rose est le câble le plus petit. Et il faut savoir aussi que rien ne doit se toucher entre les câbles, entre les poteaux, ni toucher également le plateau. Tout doit rester espacé et aéré. Donc lorsqu'on va installer, on peut effectivement effleurer les éléments, mais une fois en place, rien ne doit se toucher. Ok, donc vraiment un jeu d'adresse et de tactique aussi. Exactement, il va falloir réfléchir où placer notre élément. Donc on est sur un jeu quand même original. On a essayé justement de moderniser le jeu d'adresse et d'équilibre en bois. Ok, merci pour cette présentation rapide. Alors, comment est née l'idée de départ? Vous êtes, qu'est-ce qui vous a inspiré tous les deux pour avoir cette idée? Alors l'idée de départ dans la création de Nekojima, elle a été assez spontanée. En fait, on était en rénovation de maison, et on est toujours, dans le Vercors. On est parti à Leroy Merlin et on a acheté des tourillons, parce qu'avec Karen, on adore faire de la rénovation avec du bois. Et on avait en fait des chutes de tourillons et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les ramène pour se faire rembourser ou est-ce qu'on les utilise, on les coupe pour imaginer un jeu? Et finalement c'est ce qui s'est passé. On s'est dit allez, on va les découper. Donc on a une petite scie à onglet, on coupe nos tourillons, on a une colonne, on les perce. Et puis on avait du lacet classique, du lacet anorak. Et on s'est dit, allez, on va relier nos deux tourillons. Et en fin de compte, en voyant ce que ça avait formé, on s'est dit, mais ça ressemble à des poteaux électriques. Alors, c'est tout de suite installé dans le décor asiatique, forcément avec tous les amas de câbles que l'on peut voir dans les rues asiatiques, et notamment au Japon. Et on a voulu suspendre des petites choses. On a pensé à des oiseaux, à des singes. Et puis finalement, on a gardé l'idée des chats, parce qu'on aime bien les chats, c'est mignon. Et puis ça parle à tout le monde. Et David a pensé à Nekojima, l'île des chats au Japon. Et ça a créé effectivement le décor du jeu. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, il existe vraiment des îles des chats qu'on appelle les Nekojima. Il y en a à peu près 19. Il existe aussi des Sarushima, des îles des singes. Et voilà, tout un tas d'îles. Ils adorent connoter des îles aux animaux. Donc c'était pour nous évident, on allait appeler ça Nekojima. Super, donc de fil en aiguille, en création, l'idée est née comme ça, c'est vraiment chouette, donc bricoleur un peu à la base. Mais vous n'étiez pas parti nulle part, parce qu'en fait vous aviez déjà créé un jeu, donc on peut l'évoquer rapidement. Vous aviez créé précédemment Virus War. Exactement. Donc qui avait plutôt bien fonctionné, et donc pour parler vite fait un petit peu de cette histoire. Oui, alors Virus War est né d'un rêve, c'est David Cormona qui en a rêvé, au sens littéral du terme, et c'est le lendemain matin, il m'en parle, donc il me dit qu'il a rêvé d'un jeu de société où il fallait se contaminer par des virus. Et à ce moment-là, on a créé un prototype et on a décidé de le commercialiser face à l'engouement qu'on a eu avec notre entourage.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment eu un premier engouement. Alors, on rappelle qu'il n'a rien à voir avec la pandémie, parce que c'est vraiment l'idée est née même avant même que ça débarque chez nous, cette histoire de coronavirus. C'est juste que ça vous a fait plus retarder le projet qu'autre chose. Voilà, exactement. En fait, l'idée est née au mois de juin 2019 et on s'est très vite fait rattraper par l'actualité mondiale. Alors, ce qui est assez troublant, j'ai envie de dire, c'est que du coup, Virussoir était un petit peu en avance sur ce qui allait se passer dans le monde. Et il y a un an, du coup, quand on a commencé à créer Nekojima, et quand on voit les problèmes électriques qu'il y a aujourd'hui, on se dit que c'est assez étonnant. Mais en fait, une espèce de Nostradamus, David, non? Probablement. Alors, désolé pour toutes ces prédictions merdiques, si je peux dire ça comme ça. On revient du coup à Nekojima. Cette idée donc, est née à peu près quand de l'île des chats? Nekojima est né en janvier 2022 et on l'a présenté pour la première fois au Festival des Jeux de Cannes l'année dernière. Lors des soirées du off. Donc vous étiez déjà là l'année dernière avec votre premier proto. Du coup, ça a été assez vite. En fait, dès qu'il y a eu l'idée, le proto il a été fait rapidement. Voilà, c'est allé finalement assez rapidement. On avait mine de rien une idée assez claire des mécaniques du jeu. Et puis on avait eu l'opportunité de pouvoir présenter Nekojima à la LIF, qui est la Ligue extraordinaire des auteurs franciliens, qui du coup nous ont aussi aiguillés sur des mécaniques afin de pouvoir peaufiner notre jeu. Et ensuite de ça, c'est vrai que lorsque l'on a présenté Nekojima auprès des soirées du off en 2022, et quand les joueurs qui avaient essayé Nekojima il y a un an et qui l'essayent là durant ces nuits du off de cette année 2023, ils ont vu la véritable évolution du jeu, notamment au niveau des illustrations et des différentes variantes qui sont proposées dans le gameplay. Ok, donc qu'est-ce qu'on a comme variante aujourd'hui? On a la variante jungle urbaine qui impose de mettre des nids d'oiseaux sur deux poteaux lorsqu'ils sont empilés l'un sur l'autre, ce qui fait qu'on va devoir se faufiler entre les câbles, c'est vraiment plus difficile. Et on a notre mode de jeu, c'est le mode building, où là on va aller en hauteur. On va être limité à 2 colonnes par quartier, donc on ne pourra plus poser de troisième poteau à même sur le plateau, on va être obligé de monter d'étage en étage, et donc on va avoir une belle structure en verticale. Et le mode duo, qui est tout nouveau, effectivement, on va jouer en binôme par équipe de 2, jusqu'à 8 joueurs même. On va former des équipes et on va tenir l'extrémité d'un poteau et mon coéquipier va tenir l'autre extrémité. On va devoir installer le poteau en simultané. Ok, super. Donc encore des nouvelles façons de jouer. Exactement. Alors, on revient donc après Cannes l'année dernière. Après, vous avez quand même écumé les festivals un peu toute l'année dernière. Et il y a eu des belles surprises. Il y a eu différents prix sur l'année. Il y en a eu 3 quand même sur l'année. Donc, voilà, raconte-moi tout ça, Karen. Alors, on a eu... la première fois qu'on a participé à un concours pour le prototype, c'était effectivement à Alchimie du jeu. On a remporté le trophée Alchimie dans la catégorie famille. Ça a été une belle surprise, le premier trophée remporté. On a ensuite poursuivi avec Paris et Ludique. Et de même, on a remporté le trophée dans la même catégorie, famille. Et enfin, le flip, on a remporté un prix spécial du jury. Et là, ça a été vraiment une belle récompense. Et une belle surprise, parce que pour le coup, tous les prix étaient passés. Et on annonce un prix spécial. Et ça, c'était vraiment un truc, vous avez dû être très, très surpris. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a ces prix, mais il y a surtout les retours publics. Et apparemment, à chaque festival et présentation, on a du mal à s'installer à votre table quand même. C'est vrai qu'il y a souvent la queue à côté de la table de Nekojima et nous, ça nous fait extrêmement plaisir parce que quand on voit en fait l'engouement et le retour des joueurs, on ne peut être que heureux d'avoir un jeu tel que Nekojima. Et alors, du coup, ces prix, ils vous ont aidé pour la suite, justement, pour arriver aujourd'hui à Cannes 2023 et avoir un distributeur aujourd'hui, c'est BlackRock Games. Comment ça s'est peut-être décanté? Il y a des choses qui se sont décantées facilement? En fait, avec Karen, on a notre petite maison d'édition qui s'appelle Unfunny Games. On avait peur que notre petite maison d'édition ne puisse supporter ou du moins porter un jeu comme Nekojima pour lui donner en fin de compte la communication et la visibilité que ce jeu mérite. Donc on était parti dans l'optique éventuellement en fait, de faire éditer ce jeu et puis d'être du coup les auteurs seulement du jeu. Et finalement, on a eu quelques propositions, beaucoup de propositions. Et on s'est dit, allez, c'est quand même notre bébé, quoi. Ça fait 1 an qu'il est en gestation, on va le porter nous-mêmes. Et de ce fait,
nous sommes partis à Essen, en Allemagne, à la recherche d'un distributeur. Tout ça, ça s'est fait très rapidement parce que finalement, on a pris la décision de partir à Essen 2 semaines avant le festival international des jeux d'Essen. Et sur place, on avait pris quelques rendez-vous avec des distributeurs dernière minute. Et chose incroyable, nous avons eu la possibilité et le choix du distributeur avec lequel on souhaitait travailler. C'est vrai que BlackRock Games, pour nous, ça a été un peu une évidence dans le sens où chacun des membres de l'équipe de BlackRock Games avait eu un coup de cœur sur le jeu. Et ce qui nous a confirmé en fait, l'envie de travailler avec eux. On les a rencontrés plusieurs fois sur le salon. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, BlackRock Games s'occupera de la distribution de Nekojima. C'est super. Et du coup, il y a déjà un engagement sur un nombre de boîtes. Vous allez lancer une campagne Kickstarter prochainement. Alors, on peut parler aussi de cette actu-là. Alors, qui se lance? Alors, effectivement, on a lancé déjà la page de pré-lancement de Nekojima sur Kickstarter et on prévoit un lancement le 21 mars. Alors, rien n'est encore figé, mais on pense effectivement à cette date. Et nous, ça va nous permettre effectivement de financer la production de Nekojima. Effectivement, ça va nous coûter très cher parce qu'on est sur un jeu en bois, un jeu qui va être en hêtre, certifié notamment. Donc pour nous, ça va être super important de pouvoir avoir les fonds nécessaires pour faire ce joli jeu. En fait, le challenge qu'il y a eu avec le jeu Nekojima, c'est de pouvoir proposer un jeu à un prix public de moins de 40 €. Pour avoir ce prix public, il y a un certain nombre de quantités de fabrication à respecter. On ne peut pas fabriquer Nekojima à 3000 exemplaires et le proposer à 38 € prix de vente conseillé boutique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour une première édition de ce jeu, nous allons partir en fait sur une fabrication de 10 000 boîtes, ce qui est beaucoup, ce qui demande en fait un investissement financier important. Investissement que l'on n'a pas. On n'a pas la trésorerie suffisante pour pouvoir fabriquer ces jeux. Alors, certes, on a signé avec BlackRock Games, c'est génial, on en est super content et on a hâte de commencer cette aventure avec eux. Mais la fabrication reste quand même à la charge de l'éditeur. Bien sûr. Donc, c'est l'éditeur qui doit du coup avancer les fonds afin de pouvoir fabriquer le jeu. Et c'est là où du coup se pose un petit peu toute la complexité de savoir comment faut-il faire tout cela. Aujourd'hui, les banques ne sont pas forcément prêtes à nous suivre et on n'a pas forcément envie d'engager la caution de nos biens personnels auprès des banques. Donc, soit on était à la recherche d'un investisseur privé ou l'option Kickstarter, donc de campagne de financement en ligne, se posait sur la table. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, on avait fait déjà une première campagne de financement avec Virussoir. Et là, c'était l'opportunité d'en faire une seconde avec Nekojima. Et là, pour le coup, ce sera un véritable KS parce que les gens qui viendront précommander le jeu Nekojima auront vraiment la satisfaction de se dire qu'effectivement, c'est pour vraiment payer la fabrication du jeu. Oui, là, on est vraiment dans le domaine du participatif. Alors, on s'engage à participer à la réalisation de ce projet, en fait. C'est vrai que c'est une bonne idée, je pense, parce qu'il y a quand même eu tous ces festivals, toutes ces rencontres avec le public, tous ces avis positifs. Donc, je pense qu'il y a bon espoir que les gens suivent quand même sur cette belle aventure. On l'espère. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr de rien. C'est vrai qu'il y a un engouement qui laisse penser que tout peut bien se passer. Maintenant, il y a toujours un facteur risque sur le fait de lancer une campagne Kickstarter. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que cela va bien se passer. On l'espère, on croise les doigts, on touche du bois, c'est facile. On va être partout avec Nekojima. On y croit à fond en tout cas et on se donne à fond afin de pouvoir continuer à promouvoir le jeu et à le montrer au grand public. Vous êtes que tous les deux sur Unfriendly Games. Exactement, on a l'identité Unfriendly Games au complet là. D'accord, j'ai tout le monde. Et je voulais aussi que vous me parliez de l'illustration parce qu'effectivement ça on ne l'avait pas encore il y a quelques mois. Comment vous avez trouvé un illustrateur et comment tout ce travail-là s'est fait aussi comment ça s'est dessiné? Alors c'est Gilles Wormoz qui fait les illustrations de Nekojima. C'est un artiste extrêmement talentueux. On est tombé sur lui sur la plateforme Behance, qui est une plateforme qui réunit plusieurs artistes, plusieurs illustrateurs. Et on est tombé par hasard sur son profil. Et on est tombé amoureux de sa patte graphique et on lui a demandé s'il voulait collaborer avec nous pour illustrer le jeu Nekojima. C'est la première fois qu'il illustre un jeu de société. Et donc ça a été aussi une aventure pour lui. Et c'est vrai qu'on est vraiment, vraiment satisfait de son travail.
Et vous vous êtes rencontrés ou tout s'est fait à distance? Tout s'est fait à distance. C'est un artiste qui habite actuellement à Reims. Ok. Et pas de rencontre encore avec Pas de rencontre, mais on espère, pourquoi pas organiser plus tard, si Nekojima fonctionne, faire des ateliers à signature avec lui. Donc c'est un plaisir de le rencontrer également. Je reviens du coup sur le Kickstarter, donc vous allez le lancer au printemps. Il y aura une durée de combien de temps à peu près, et dans le développement ensuite, vous aimeriez voir les choses avancer à quel rythme? Alors nous, on va lancer la campagne le 21 mars et ça va durer 3 semaines. Ça va être 3 semaines de campagne intensive. Et puis derrière, si le projet est fondé, on va pouvoir directement lancer la production, car nous avons déjà trouvé un partenaire fabricant. Donc tout va se faire très rapidement. On va recevoir les jeux en septembre. Ah ok, donc ça va être effectivement assez rapide derrière. Effectivement. Ok, donc on espère que ça arrive en boutique à l'automne en fait. Exactement, ça devrait arriver en octobre-novembre. Ok, super. Et alors comment ça se passe justement après l'étape fabrication? Parce que du coup, j'ai la chance finalement d'avoir là les auteurs, mais les éditeurs également. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un gros boulot, une grosse recherche. Comment ça s'est passé pour vous cette étape? Alors l'étape de la fabrication, c'est vraiment une étape importante. Nous, avec Virusoir, on était de vrais novices dans le domaine de la fabrication. Il a fallu en fait tout apprendre sur le milieu de l'édition. Avec Ariel, on n'était pas du tout issus de tout ce cercle professionnel. Et à vrai dire, parfois on se rend compte qu'on fait un peu le travail de toute une équipe. Donc c'est vrai qu'il a fallu se former, apprendre tout ça. Et c'est hyper important parce que c'est les derniers moments où il va falloir checker que tout est OK avant de recevoir les jeux. Parce que quand on fabrique 3000 jeux ou 10 000 boîtes, s'il y a un problème sur un print, on est foutu, quoi. Ça va être compliqué de rectifier tout ça. Donc il faut vraiment être sûr. Et une fois qu'on est sûr, on lance la fabrication. Et une fois que la fabrication est lancée, les jeux arrivent. Alors, quand c'est fabriqué à l'étranger, par exemple, imaginons que ce soit fabriqué en Chine, les jeux vont arriver ce qu'on appelle en FOB au port de Shanghai. Donc ils vont faire de l'usine jusqu'au port. Et en fait, au port, il y a très souvent un bateau d'acheminement qui vient et puis qui place les jeux dans un conteneur. Et du coup, le bateau met approximativement, le fret va mettre aux alentours de 1 mois, 2 mois pour arriver sur le territoire destinataire. Donc ça aussi, ça fait partie du prix de production du jeu, forcément. Exactement. Nous, on l'inclut vraiment dans le prix de fabrication du jeu. C'est vrai qu'avec les coûts du fret qu'on a connus ces dernières années, là, aujourd'hui, les coûts sont renouveau à la baisse. Donc c'est plaisant de voir les nouveaux devis sur le fret maritime. Oui, je veux bien croire, parce que c'est pareil, il y a eu ça à traverser, mine de rien, tout ce qui est inflation titanesque, là, et effectivement, le fret a l'air de redevenir un petit peu plus correct. Exactement, surtout que, en fait, nous, avec Karen, on voulait vraiment, on était vraiment dans l'optique, en fait, de fabriquer Nekojima en France. On y croyait dur comme fer, on s'est dit, tiens, il y a du bois, voilà, nous, Français, on sait faire. On était vraiment optimistes à l'idée de pouvoir le faire en France ou alors en Europe. En plus, on habite aussi dans le Vercors, donc le Vercors, surtout à Pont-en-Royan, qui est vraiment la plaque tournante de l'époque où le bois était acheminé au travers des grands goulets jusqu'à longer la Bourne pour aller un petit peu s'éparpiller dans toutes les régions de France. Donc on s'est dit, chouette, faisons-le en France. Mais c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte en fait de la réalité du marché et de ce qu'il en était. Et le portefeuille moyen des Français n'aurait pas pu être adéquat sur un prix de vente public malheureusement, c'est souvent made in France, quoi. Alors, est-ce que vous avez pu bénéficier de conseils pour pouvoir aboutir à votre projet, notamment dans le domaine de l'édition, puisque vous étiez complètement novice? Alors, effectivement, on n'y connaissait strictement rien dans le milieu d'édition et heureusement on a pu bénéficier de conseils précieux, notamment lors de la fabrication, lorsque l'on voulait lancer la fabrication du jeu Virusoir. Guillaume de chez Ori Games nous a donné vraiment de précieux conseils sur la méthodologie et de fabrication, et ensuite il a pu nous mettre en relation directe avec une usine pour la fabrication du jeu. De plus, on a eu la chance d'avoir aussi rencontré Mathieu Despenouilles qui nous a invités chez Cocktail Games et qui a pu nous donner les clés du milieu de l'édition de jeux.
Et plus récemment, nous remercions la maison d'édition Silex qui nous a apporté notamment des précieux conseils et un regard sur notre campagne Kickstarter pour Nekojima. Ok, super. Et Karen, du coup, tu es autrice. Oui. Voilà, il y en a très très peu. Comment c'est accueilli ça? Alors effectivement, lorsque je suis en festival et que je présente notamment Nekojima, on pense que je suis une animatrice. Et effectivement, quand je me présente avec David, les personnes ne parlent qu'avec David. Pourtant, je suis juste à côté. Parce qu'on ne peut pas, indirectement, ils ne pensent pas que je suis la créatrice, l'autrice, ni l'éditrice de ce jeu. Et quand on leur explique, effectivement, ils sont surpris, étonnés. Je suis quand même ravie de pouvoir présenter la jante féminine d'autrice. Ça peut être surprenant pour certains, mais je pense que c'est faisable. C'est un métier qui est à la portée de main des hommes comme pour les femmes. Il faut avoir de la curiosité, de la créativité et aussi de la persévérance. Une femme peut le faire. Oui, peut-être qu'on n'ose pas assez, c'est ça. On va suivre avec grand intérêt cette campagne Kickstarter. Et juste quand même, voilà, vous êtes des fous, donc vous avez encore d'autres projets qui arrivent bientôt. Bien sûr. Qui sont déjà en cours. Donc il y a deux autres jeux qui sont en cours. Il y a Dungeon Chrono. 3 même, effectivement. Même 3. Alors il y a Donjon Chrono qui est un casse-tête familial. Il va falloir se frayer un chemin afin de pouvoir faire son chemin de A à Z en récupérant la clé, le coffre, le monstre et puis la sortie. C'est un vrai casse-tête moderne. On a ensuite Heroes of Tula qui est un jeu de bluff, de rôle caché, basé sur les identités secrètes. Pareil, on travaille sur ce projet depuis maintenant quelques mois. Et un dernier jeu, CD Boo, qui est un jeu familial, un jeu de cartes. Eh ben non, ça n'arrête pas. Donc vous êtes lancés. Alors je rappelle quand même que c'est pas votre métier principal à tous les deux. Donc voilà, cette histoire, c'est un vrai investissement. On en parlait en off, mais voilà, clairement, c'est un investissement de fou aussi. Et voilà, vous êtes des passionnés. C'est super de voir des gens comme ça qui ont une énergie folle. Merci. Merci beaucoup. Alors, je termine par mon petit portrait chinois, si vous êtes d'accord. Donc, mes petites questions sont simples. Je la pose d'abord à David, Karen, tu réponds après. Okay. Comme ça, tu auras plus de temps pour réfléchir. Alors, David, si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt solo, coopératif, semi-coop, compétitif? Moi, je serais plutôt coopératif. Ouais, pourquoi? Parce que j'aime le travail en équipe. Et je trouve que les modes coop, ça permet déjà de mieux se connaître. Et pour moi, le jeu, c'est une question de partage. Donc c'est pour moi un mode idéal dans le jeu de société. Ok. Et toi, Karen? Pourtant, tu me pourris bien dans Virus War. Hein. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, j'adore énormément les jeux coopératifs, notamment mon jeu préféré, Paléo. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce mode de jeu. Si j'étais un mode de jeu, je serais un mode coopératif. Ok. Alors, du coup, regarde le micro, Karen. Oui. Si tu étais une mécanique de jeu, pour le coup, parce que voilà, plutôt deck building, placement d'ouvriers. Si j'étais une mécanique de jeu, l'équilibre. Ouais, la dextérité. Je suis assez minutieuse comme personne, donc effectivement, si j'étais effectivement une mécanique, je serais un jeu d'équilibre. Ok, ça va très bien. Et David? Moi, je serais plutôt du style deck building. J'adore les deck building, j'adore aussi les placements d'ouvriers. Voilà, j'adore les jeux aussi bien fun que sérieux. Mais je pense que oui, plutôt deck building. En fait, j'aime bien les combos. Okay. J'adore voir le découlement d'une mécanique quand on commence avec peu et qu'on finit avec beaucoup de combos. Voilà, on voit en fait l'évolution et c'est vachement gratifiant de ce point de vue-là. Ok. Alors, et si tu étais une thématique de jeu, dans quel monde, univers tu évoluerais? Si j'étais une thématique de jeu, je pense que j'évoluerais dans un univers d'exploration. J'aime les voyages, j'aime tout ça. J'étais photographe animalier et de paysage pendant 7 ans de ma vie. Donc j'ai parcouru la moitié du globe. Et c'est vrai que l'exploration, pour moi, ça a toujours été un petit peu dans mon ADN. Donc je pense que ça serait voilà, la planète Terre, mais à la découverte de lieux. Ok. Pour ma part, je serais dans la jungle. Parce que j'adore la jungle, pour que ce soit pour la faune et la flore. Je la trouve incroyable et de même, j'aime voyager. Et vous vous êtes pas rencontrés en voyage d'ailleurs? Exactement, on s'est rencontrés en voyage. On s'est rencontrés au Népal lors d'un trek. Donc c'était à 4000 mètres d'altitude lors de l'Annapurna. Bah super. Peut-être bientôt un jour sur l'Himalaya.
Pourquoi pas. Donc, dans les dernières questions, j'aimerais que vous me disiez qui, au micro de mon podcast, vous aimeriez entendre. Est-ce que vous avez des idées ? Alors moi, j'aimerais beaucoup entendre Gilles Warmoz, notre illustrateur pour Nekojima. Ce serait un plaisir de l'entendre et d'avoir son ressenti sur ce projet dans ce podcast. Ok. Moi, j'aimerais beaucoup entendre Léo Blandin de Chèvre Édition, qui est vraiment un auteur que j'adore. Il est super sympa et je prendrai un réel plaisir de l'écouter au travers de ton podcast. Ok, merci pour les conseils. J'espère qu'on se reverra pour d'autres aventures. Et puis, je vous propose qu'on finisse avec notre petit mot habituel. Alors, Nekojima, Tu joues quoi ? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite à suivre la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? Vous y trouverez une multitude de vidéos règles, avis et top. Si vous avez des idées de personnes que je pourrais interviewer, dites-le moi en commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi ? À bientôt pour un nouvel épisode.